balayeur à temps plein. Et sur la fleur du rouge, au bêta-corps. Imaginez-vous l'esprit du cachot? Révolutionnaires du XVIIIe siècle font la folle ambition de créer une société idéale. La révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur. C'est le sous-titre du spectacle créé cette année-là par Ariane Mnouchkine avec les comédiens de la troupe du Soleil à la cartoucherie de Vincennes. Un ensemble d'entrepôts désaffectés. Un spectacle grandiose autour de la Révolution française, intitulé simplement 1789. Mais en 2026, oui. nous nous posons la question. Messieurs, dames, Messieurs, la question. la question, la seule. Avons-nous atteint Avons-nous même approché la perfection du bonheur? Nous vous laissons juge. Mais à l'heure des conformismes rampants, À l'heure des débats médiocres, à l'heure où paradent poltrons et bouffons, tandis que défilent les misérables miracles de la surveillance généralisée, interroger cet héritage nous semble aujourd'hui, à nous tous, capital. urgent, essentiel. Ce Alors, soir, ce soir, pour vous, pour vous, les élèves, comédiens et comédiennes, musiciens et et musiciennes musiciennes, bravo, du lycée Manuel Julius, à l'audace du programme de spécialité théâtre, composé donc par l'éducation nationale, à laquelle nous nous empressons de rendre ici un hommage appuyé. ces élèves donc, disions-nous, vont vous interpréter sous vos yeux ébahis les plus grands moments de 1789, dans le sillage de leurs immenses aînés du théâtre du Soleil. Ne l'oubliez jamais. Ce sont, devant vos yeux, des comédiens battleurs qui vont s'emparer d'une matière historique pour la faire vivre. Car tout cela n'est pas mort, messieurs, Non. dames. Le théâtre est vivant. Il réveille nos émotions, nous fait rire et pleurer. Et pensez aussi, nous l'espérons. Alors, dans un style pathétique, Tragique. dans un style épique, Dans un style burlesque, burlesque. qui de est la celui pantalonnade. de la pantalonnade.
Dans le style du con. Dans le style de la citation authentique et historique. Place au jeu. Place aux émotions qui font naître la pensée. Et place à la pensée qui fait naître les émotions. Cela commence, nous vous en prévenons, dans les souffrances du monde de l'Ancien Régime. Un monde gouverné Par l'injustice de 3 ordres. Noblesse, le clergé et le tiers état. Comme vous le savez. Alors, les comédiens sont prêts. Ils sont beaux. Ils sont là. Ils sont prêts. Place au jeu. Place au théâtre. Il était une fois, dans un pays que vous avez oublié, un roi malade et accablé de peine. Regardez-le. Ce pauvre roi, sentant la mort venir, fit appeler ses sujets. On fit d'abord monter le jar. Mais le jar n'y pouvait guère, disait-il. Qu'on fasse venir le corbeau. Si le jar vaniteux n'y peut rien, qu'attends-on de moi, pauvre corbeau? Qu'on fasse monter l'âne! Ainsi fut fait. L'âne, c'est moi. Écoutez, s'il vous plaît, l'histoire de Marie, la misérable, qui naquit vieille et misérable, ainsi que sa mère et sa grand-mère, dans un pays habité par 2 hommes.
qui, non content de posséder les corps, se plaisait aussi à blesser les âmes. Respire. Très bien. Allez, comme ça. Voilà. Bien, installe-toi. Viens. Allonge-toi. Je sais. Allez. Respire. Chante, ma fille. Chante. L'eau est chaude. Tout va bien. J'ai mal. Allonge-toi. Doucement. Viens. Je suis le Seigneur. J'ai bien chassé et je suis fatigué. Ouvrez-moi. Oh non! C'est le Seigneur! J'aimerais mieux le voir à 100 pieds sous la crotte! Une chaise, Marie. Mon Seigneur! Une chaise, Marie. Marie, de l'eau chaude. Mon Seigneur, s'il vous plaît! Qu'on me lave les pieds. Mon Seigneur, nous n'avons pas trouvé d'eau chaude aujourd'hui! Marie, ma botte. De l'eau, Marie. Mon Seigneur, s'il vous plaît! Marie. Non, pas aujourd'hui, mon Seigneur! Quelle chasse. Respire! Respire! Allez! Encore un effort! Allez! Vas-y! C'est ça! Allez! C'est bien! Vas-y! Voilà! Chut! Regarde! Il vit! Regarde! Tout va bien! En cette année-là, dans tout le royaume, la plus terrible famine sévissait. Les femmes étaient trop affaiblies pour nourrir leurs enfants, et durant tout le jour, les hommes partaient à la recherche de nourriture. Ils revenaient, les mains vides. Ma femme, je n'ai rien apporté. Ma femme, je n'ai point trouvé de feu. Ma femme, je n'ai point trouvé de pain. Ma femme, je n'ai point trouvé de lait. Nous sommes perdus. Nous sommes maudits Pour toujours. Notre enfant aussi. Donnez-le-moi, ma femme. Que je le berce. Je le caresse, ma femme. Que je l'endors.
grâce de Dieu, désirons que des extrémités de notre royaume aux habitations les plus lointaines, tous puissent faire parvenir ses vœux et réclamations, de sorte que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque, il soit apporté le plus promptement possible un remède aux maux de l'État, et que nous soit rendu à nous particulièrement le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemps. Ainsi, dans tout le royaume de France, car c'est bien du royaume de France qu'il s'agit, les douces et merveilleuses paroles du roi firent naître dans tous les cœurs une immense espérance. Alors tous voulurent écrire au roi pour lui dire ce qui était bon ou ce qui était mal, ce qui était bien ou ce qui était mauvais, ce qui devait rester et ce qui devait disparaître. Oui, moi, Gros Lucas que l'on m'appelle, je veux écrire au roi. Je suis fermier, écoutez. J'ai ce contrat-là. Ce contrat que j'ai signé avec Monseigneur, qui stipule que je dois fournir aux propriétaires de la terre à qui je loue 36 poulets à Noël, 36 poulets à la Saint-Jean et 36 poulets à la Toussaint. 600 œufs tout au long de l'année. Comment je fais, moi? J'ai une famille à nourrir. Je m'engage à élever, à acheter des poules, des porcs, des canards, des dindes et à en donner la moitié aux propriétaires une fois qu'ils seront assez gros pour être vendus. Ce n'est pas un contrat, ça, ce n'est pas des conditions, enfin. Et c'est pas fini. Je dois aussi m'acquérir des semences et du matériel pour travailler la terre, fournir foin et paille pour les animaux, et puis je dois fournir de ma poche, oui, je le dis bien, de ma poche, si la production n'était pas suffisante. Eh bien, figurez-vous, je l'ai signé ce contrat. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi, hein? Frère! 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 Le temps de la justice est venu! Frère! Par vous! Notre bon roi, Louis XVI, de par la grâce de Dieu, se penche sur notre État! Oh! Frère! Notre bon roi vous invite à lui écrire sur des cahiers appelés cahiers de doléances. Frère! Non! Le temps de l'espérance est venu. Écrivez-lui. Écrivez-lui vite. Je repasserai prendre vos doléances dans 1 heure. Dans Gaspard, Estelle, vous avez entendu? Quel mauvais! Mais c'est merveilleux, ça. Mais alors la gabelle! Terminé! Le champard! Terminé! La taille, les aides! Terminé! Les inondations! la grève. Terminé! Les maladies! La rage, la peste, la mort! Terminé! Et le gros boss, c'est pour nous! Le savoir, les belles manières, l'instruction. C'est pour nous! Oh Marie, les belles manières, c'est pour toi! Les caresses, les doux C'est plaisirs. pas le moment. Gaspard, c'est pas nous! Ah! Faut le dire. Dis-le. Je leur ai dit? Eh bien, je vous le dis. Tout ce qui est bon, c'est pour nous, et toute la merde, c'est pour eux! Faut l'écrire! Prends du papier. Enfin, Gaspard, le papier, c'est un lustre. Je peux prendre un carré de notre drap? Notre drap. Et dans quoi qu'on t'enverra? On va pas les signer pour un drap, non? Un drap, maintenant. Je commence par Gabelle. Oh oui. Écris
droit de l'aide, dont sont frappées les marchandises dans les halles et les champs. Le droit de police seigneuriale sur les petits chemins. Monsieur, monseigneur. Le droit de pêche dans les rivières. Le droit de pontonnage sur les petits cours d'eau. Le droit de creuser des fontaines et d'aménager les étangs. Le droit de garenne, le noble seul pouvant avoir un furet. Le droit de colombier qui livre au pigeon du seigneur le grain du paysan. Le droit de feu, de fouage et de cheminée qui frappe d'une sorte d'impôt sur la propriété bâtie toutes les maisons du village. Et enfin, le plus détesté de tous, le droit exclusif de la chasse. Ainsi, sur toute force naturelle, sur tout ce qui végète, se meurt et respire, le droit féodal a étendu ses prises. Sur les rivières poissonneuses, sur le feu qui rougeoie dans les fours, et cuit le pauvre pain, mais les orges d'avoine, sur le vin qui jaillit du pressoir, sur le gibier gourmand qui sort des fourrés et des hauts herbages, pour ravager les potagers et les champs. Sur tout cela, je suis le maître. Oui, monseigneur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons vous jouer la célèbre comédie, la réunion des États généraux. La scène commence à Versailles. Et à Versailles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Louis XVI cul entre deux chaises. Oh, c'est terrible. J'ai fait un cauchemar terrible, un rêve atroce. J'ai rêvé que j'étais complètement fauché. Necker, mon ministre, toi qui penses si bien pour moi, viens ici tout de suite. Oui, Necker, je n'ai plus d'argent, donnez-moi. Mais j'en ai pas trouvé. Tu n'en as pas trouvé? Très bien, Necker, demi-tour. Je te renvoie. Oh, j'en ai pas trouvé, mais j'ai une idée. Une idée? Quelle idée? On va convoquer les États généraux. Qu'est-ce que c'est que ça, les États généraux? On convoque les Richards du royaume et on fait semblant de leur demander leur avis, puis on leur prend tout leur argent. Oh, quel coup non, ce Louis! Bon, je vais convoquer les États généraux. États généraux! États généraux! Moi, je suis la noblesse. Sur le peuple, je m'engraisse. Et moi, je suis le clergé. Le clergé? La noblesse! Monseigneur! Mon fils, dans mes bras, que je vous baise et que je vous baise, rien d'être vrai, mon gaillard. Et moi, je
les états généraux. C'est ça, les états généraux? Oui, c'est ça, ma chérie. Alors il faut renvoyer les guerres, tout de suite. Ah, ma chérie, les Allez, guerres. Louis, tu vas renvoyer les guerres, mon chéri, tout de suite. Les guerres, allez-vous-en. Monseigneur, sachez que je ne me rêverai jamais à ces bouseux du diable. Louis, c'est une infamie. Louis, si tu continues comme ça, c'est une excommunication. Oh, mon clergé fidèle, de votre roi, ne craignez rien. Ma noblesse, oh ma belle, non, la canaille n'aura rien. Qu'elle nous donne tous ces vécus qu'on en finisse. Qu'elle nous donne tous ces vécus qu'on n'en parle plus. Moi, je suis du tiers état, venu de loin, viens d'être là. C'est du tiers état, cachons-nous. Mon père, et si on lui faisait une petite part? Une grâce, madame. Ah oui. Et si on lui fermait la porte au nez? Oh, bonne idée. Toilette, va fermer la porte. Louis, va fermer la porte. Clic, clac. Allons travailler pour le peuple. Toc, toc, toc. Y'a personne. Comment donc il y a personne? Mais je suis le représentant du tiers état. Le tiers-état. Mais on se moque de moi. Nous allons leur montrer de quoi le peuple est capable. Mais c'est une salle de jeu de paume. Bravo, messieurs, bravo, c'est très bien joué. Mais j'ai une idée. Si nous nous réunissions ici, avec nos camarades du tiers-état, afin de jurer solennellement de ne jamais nous séparer, et de nous réunir partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie sur des fondements solides. Monseigneur, devant un tel enthousiasme, qu'allons-nous devenir? Oh, mon fils, je ne sais plus où j'ai la tête. Ah oui, j'ai une idée. Laissez-moi faire. Bonjour, monsieur le tiers-état. Bonjour, messieurs. Mon camarade et moi-même, nous passons par là. Alors nous nous sommes dit que peut-être une petite partie de balle-à-trois. Mais bien sûr, messieurs. À vous Soyez la les bienvenus. À vous la balle au panier. Et hop. Hop, et ah. Et à ce moment-là, allez, vite, on y va. Et à ce moment-là, Louis entra dans une colère épouvantable. Et c'est cette colère que nous allons jouer, mesdames et messieurs, dans la célèbre séance du lit de justice du 23 juin 1789, qui opposa d'une part Louis, ce dernier rejeton de la dynastie maudite des Capets, et de l'autre, ce lion superbe, ce Démosthène du XVIIIe siècle, j'ai nommé le comte de Mirabeau, qui, bien qu'aristocrate, a choisi de siéger dans les rangs du tiers-état. Mais pourquoi, monsieur de Mirabeau, dites-le nous? Oh, parce que j'ai de la peau. Réfléchissez, messieurs. Qu'aucun de vos projets, aucune de vos délibérations ne peuvent avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs. Tous les ordres de l'État peuvent se reposer sur mon équitable impartialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C'est moi qui, jusqu'à présent, fais le bonheur de mes peuples. Oh, jusqu'à présent, Louis. Messieurs, je vous ordonne de vous séparer tout de suite et de vous rendre chacun dans les chambres affectées à vos ordres. Arrêtez tout de suite. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter tout de suite. Arrêtez, je vous l'ordonne. J'appelle en conséquence au grand maître de cérémonie. Le mari que nous représente, c'est moi. C'est moi. C'est moi-même. Monsieur! Faites préparer les sacs.
et reçu de tous. Vous avez entendu les volontés de mon maître. Oui, monsieur. Nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi. Et pour cause, vous qui ne sauriez être sous l'organe, vous qui n'êtes pas là pour nous rappeler ce discours, vous qui n'avez ni place ni droit de parler, sachez que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. C'est votre dernier mot, monsieur? Oui, monsieur. Eh bien, foutre qu'il reste. Eh bien, foutre qu'il reste. Monsieur le clergé, allons-y. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais la fausse bonté du roi cache une affreuse traîtrise. Son entourage veille. Aussi, nous allons vous jouer dans le mode barbaresque, le roi aux deux visages. La carte! Le roi a fait appel à 20 000 hommes pour envahir Paris. Ce petit roi, Charenton, le royal cravate y cantonne avec 2 000 hommes. Là, c'est occupé par le régiment de Salis Samad, 3 000 hommes. À Saint-Cloud, les hussards de Bercherie. À Saint-Denis, les 2 dragons de Nassau. Quant au royal allemand avec ses 8 000 hommes, il est partout. À l'école militaire, à Versailles, sur le champ de Mars. Il meurt pour nos convois contre nos réserves de blé. À Versailles, ils tiennent nos députés entre leurs griffes. Ils n'attendent qu'un ordre, qu'un seul pour raser Paris. Mais écoutons bien l'âge et laissez-les vous faire. Qu'attendez-vous pour vous révolter? Écoutez-moi. Même 40 000 livres qui se dans le coffre. Écoutez-moi. Je m'appelle Charles Martin. J'ai acheté une terre près de Breuil. On m'appelle Charles Martin de Breuil. Ben, pas de civilité. Appelez-moi de Breuil. Savez-vous ce qui nous arrive? On nous a pris des cœurs. Et par représailles, je ferme la bourse. D'ailleurs, mes amis, savez-vous à qui vont vos impôts? Aux nobles! Benjamin! Où est-il? Benjamin! Où c'est? Domestique. Vite! Décidément, tout augmente cette année. Tout augmente. Ah, mais nous avons fait des économies. Eh bien, c'est tant mieux, ma chère, c'est tant mieux. Écoutez, on a renvoyé les cœurs. On a renvoyé les On cœurs. a renvoyé les cœurs. Allez! Ah, on a renvoyé les cœurs. Moi, je pense qu'une bonne petite, révolution. C'est Une révolution. Et qui dit, mon cher, qu'un jour, nous eussions fait la révolution? qui dites-vous?
calme. Allons voir les boutiquiers. Allons voir les boutiquiers. Le Dutrinquier. Et du trinquier. Messieurs, où êtes-vous? C'est pas mon frère. Du trinquier, mais. Ah, bah oui. Messieurs, on a renvoyé l'équerre. On a J'ai fermé la bourse. Trinquier. Il a fermé la bourse. Et moi, je vais fermer la banque. On a fermé. Eh bien, on ferme la boutique. On ferme la boutique. Silence. C'est fastidieux. Messieurs, suivez-moi. Suivez-nous. Allez! Et vive la révolution. Vive la révolution. Monsieur l'officier, Necker a été renvoyé. Necker a été. Monsieur l'officier, il faut sauver l'Assemblée nationale. Nous avons décidé de former une milice. Une milice. Former une milice. Messieurs, je suis un soldat. J'ai servi sous Lafayette aux Amériques. Si ces messieurs veulent apprendre le maniement des armes, je suis entièrement à leur disposition. Si ces messieurs veulent bien me prêter attention. Alors, venez mon ami, venez mon ami. Alors, tenez, ici la gâchette. En cas de danger, vous pressez, voilà. Pressez, mon ami, pressez. Vous voulez être des soldats? Si ces messieurs veulent bien me prêter attention. Bon. Venez ici. Voici un fusil. Et voici un autre. À mon commandement. À mon commandement. Arme au pied. Arme à l'épaule. Arme à la tête. Squat. Double salto arrière. Double salto arrière. Demi-tour droite. Non, stop, 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 stop. Vous êtes des soldats. Monsieur du Faubourg, l'heure est grave. Ils ont fermé les magasins. Vous pouvez lâcher le peuple. Lâchez-le. Hop là. Mais enfin! J'ai dit lâcher le peuple. Je n'ai pas dit armer le peuple. Lâchez 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 Le le peuple. peuple. Lâchez le 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 peuple, hein. Lâchez le peuple. Approchez. Approchez. Venez. Venez. Je vais vous raconter comment nous, le peuple de Paris, on a brûlé la Bastille. Attendez-nous. Oh, venez, venez, dépêchez. Approchez, laissez-moi approcher. Venez avec nous, venez entendre l'histoire. Vraiment, venez. Venez. Les soldats Bastille. Mais avant de vous raconter comment on a pris cette Bastille, il faut d'abord que je vous raconte comment tout a commencé. Parce que vous pensez bien, ce n'est pas une idée qui est venue comme ça, un beau jour. On s'était pas dit, tiens, aujourd'hui, on va prendre la Bastille. Non, c'est arrivé avec une longue suite d'événements et de souffrances que je vais vous raconter. En mai 1789, les États généraux s'étaient réunis pour tout le peuple de France et le peuple de Paris en particulier. Ça avait représenté un immense mouvement d'espoir. Mais
On s'était dit que les choses allaient changer, que nos misères allaient prendre fin. Et voilà même, naïvement, on s'est repris d'amour pour le roi et de confiance en lui. Et puis, les jours se sont mis à passer. Bientôt les semaines. Et on s'est rendu compte que rien n'a changé. Que le roi n'avait pas du tout l'intention d'abandonner quoi que ce soit. Mais au contraire, il était prêt à reconquérir entièrement et de nous avoir à nouveau à sa merci. Le roi était sous la cabale des aristocrates, des aristocrates, comme on les appelait. Les aristocrates. Pour ça, il était prêt à employer tous les moyens. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas grand-chose à manger cette année-là. Oh bah tiens, non, rien du tout même. La récolte a été mauvaise en hiver 1788. Je me souviens de cet hiver. Oh. Je me souviens, on avait 18 degrés en dessous de zéro. On Mais n'avait je plus rien rien. mangé. Non, on n'avait plus rien. Et je me souviens même que le fleuve de Paris et même celui du Havre, Oui, il était et séché. gelé. Il était gelé. Exactement. Oui, c'est ça. Et l'hiver 89, il y avait la misère. C'était la famine partout. Et à Paris, on devait faire la queue pendant des heures devant la boulangerie. Ouais, 14 sous qu'il valait le pain. 14 sous un pain. On n'avait que 20 sous pour se nourrir. Et les enfants, il y avait des enfants qui mouraient par centaines. Eh bien, voilà que le roi, au lieu de remédier à cet état de choses, comme c'était son devoir, après tout, s'est dit qu'au contraire, c'était un bon moyen pour ne remettre pas, comme il disait. Exactement. Alors, il s'est arrangé pour nous affamer encore davantage. Et il y avait plus un chariot de grains qui rentrait dans Paris, plus un chariot de farine sur la Seine. Tout était détourné, réquisitionné pour Versailles, pour le roi, pour la reine. Et pour la cour. Oui, et pour la cour. Exactement pour la cour. Et puis voilà que, non content de nous affamer, il a aussi voulu nous effrayer. Et un beau jour, on s'est aperçu que Paris était entouré par 20 000 soldats. Et pas n'importe quel soldat. Pas des Français. Ah non, pas n'importe quel soldat. Car il s'était dit que des soldats français, c'était peu sûr, que c'était des gens comme nous, qui pouvaient fraterniser avec nous. Alors, il avait fait venir des soldats étrangers, des mercenaires, des Allemands, Des Autrichiens. des Suisses, Ouais. des Suisses, des Allemands, des Autrichiens. Et il en avait disposé tout autour de Paris, à toutes les portes, mais aussi à l'intérieur, au champ de Mars, à l'école militaire, presque dans le Marais et à Versailles. Partout. On Chaque coin de rue. Partout. Oui, on n'osait même plus conduire une charrette à l'intérieur de Paris. Et il en avait disposé tout autour de l'Assemblée. Et nous, quand on les voyait, ces gens-là, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font là? Si le roi les a fait venir, c'est qu'il allait faire attention contre nous, Qui veut faire sauter Paris. nous massacrer, chasser nos députés. Et on en avait très peur. Et c'était ça qu'il voulait. Exactement. Et bien là, ce jour-là, il y avait des femmes et des enfants. Oui, je le répète, il y avait des femmes et des enfants. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont fait? Ils ont chargé là-dedans avec des dragons. Des dragons à cheval et sabre clair. Les dragons du prince de Lambesque, c'était. Le prince lui-même chargé à la tête de ses troupes. Alors là, messieurs et mesdames, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner. Une charge de cavalerie dans une foule comme cela. Une boucherie! Si vous imaginez la terreur des gens, la bousculade, la panique, les gens qui courent de tous les côtés, qui trébuchent, qui tombent, qui se piétinent. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Incroyable. C'est que les gens ont eu peur. Oh oui, ils ont eu peur. Mais ils n'ont pas abandonné. Et au contraire, le tocsin a sonné dans toutes les églises de Paris. Et le canon, il a tonné au palais royal pour prévenir les autres, ceux qui étaient restés chez eux, qu'il se passait quelque chose et qu'on avait besoin d'eux. Qu'il fallait qu'ils descendent eux aussi dans les rues. Et le miracle, c'est qu'ils sont tous descendus et qu'on s'est réunis par quartier, par corporation, dans les lieux publics, dans les églises, partout où on pouvait se réunir. Et qu'on s'est dit, cette fois-ci, pour une fois, on ne va pas se laisser faire. On va se défendre. Et pour se défendre, il faut des armes. Mais c'était justement ça qui n'était pas facile. C'est que des armes, nous, on n'en avait pas. C'est tout juste qu'on savait où il y en avait. Attends, c'est moi qui raconte. Écoutez-moi. Alors, on a commencé à courir de droite et de gauche. Il y a des gens qui disaient, faut forger des pics. Alors on s'est mis au travail. On a forgé des pics. 50 000 pics on a forgé en 36 heures. C'était pas mal. Ah ouais, c'était bien. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des pics contre les canons? Pas rien. Alors on a pillé les magasins d'armurerie. Il y en a même qui ont été au garde-meuble. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé au garde-meuble? Des vieux fusils, des vieilles armures, des canons qui dataient de la guerre de 100 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Exactement. Rien. On pouvait rien faire avec ça.
Alors on a été aux Invalides. Et aux Invalides, il y avait des fusils. Mais lorsqu'ils ont appris qu'on s'y portait en foule et qu'on avait l'intention de s'en emparer, la garnison a reçu l'ordre de les mettre dans les caves. Mais ça, nous, on a appris. Alors on s'est pas laissé faire. On a dévalé les escaliers. On a défoncé les portes jusqu'à ce qu'on les ait trouvés, les fusils. Aux armes, la nation! On n'arrêtait pas de crier ça. Exactement. Mais les premiers mettez-vous à leur place. Une fois qu'ils avaient leur fusil en main, ils n'avaient plus qu'une idée. C'était de remonter. Mais à ce moment-là, ils se heurtaient dans le flot des autres qui descendaient. Ce qui fait que là encore, il y a eu des bousculades. Il y a des malheureux qui ont failli rester là, étouffés dans le fond des caves. Mais enfin, quand même, aux Invalides, on a trouvé 28 000 fusils et 20 canons, on a trouvé. Nous voilà avec nos fusils. Pas de poudre, pas de balles. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur, dame, avec des fusils? Pas de poudre, pas de balles. Toujours rien. Alors ça a recommencé. Les magasins de salpêtres, les gardes françaises en avaient aussi, qui partageaient avec nous, qui fraternisaient. Mais ça ne faisait pas assez. On était presque 40 000 à ce moment-là. Alors d'un coup, il y a un bruit qui a couru. De la poudre, des balles, il y en avait, vous savez où? À la Bastille! Et alors on y a été à la Bastille. Et on s'est adressé à Delaunay, le gouverneur de la Bastille. On lui a dit, Delaunay, donne-nous des armes. Eh ben il n'a pas voulu nous en donner. On s'est dit, c'est pas grave, on les prendra quand même. Et alors on a mis le siège devant la Bastille. Mais c'est que c'était pas facile. C'est que la Bastille, c'est une forteresse, un château fort, avec des murs comme ça, avec des ponts-levis, avec des grilles. On savait pas comment rentrer dans ce machin-là. Alors on était là autour, on piétinait, on s'énervait. Il y avait à l'intérieur une deuxième délégation qui avait réussi à entrer parce qu'il y avait un député à sa tête. Thuriot, il s'appelait ce député. Et Thuriot, il essaie de convaincre Delaunay de nous ouvrir les portes et qu'il n'y aurait pas de fusion de sang. Mais Delaunay, il voulait rien entendre. Et Thuriot, il est ressorti gros Jean comme devant. Il nous a dit, je peux rien pour vous. Alors là, notre désespoir n'a plus connu de fond. On se sentait impuissant au pied de ces murailles. Quand il y en a un chez nous, un plus malin un charron c'était. Il est passé par le toit des casernes qui jouxtaient la Bastille. Et avec une hache, il a rompu les chaînes du premier pont-levis. Quand le premier pont-levis a été tombé, on s'est engouffré dans la première cour. Et là, ils se sont mis à nous tirer dessus. La double garnison de Delaunay, un régiment d'Invalides et de Suisses. À un moment, il y a une troisième délégation qui est arrivée, cette fois avec un drapeau blanc en tête pour parlementer. Nous, mettez-vous à notre place, quand on a vu le drapeau blanc, qu'est-ce qu'on a fait? on a baissé les armes. C'est les armes, oui. On a baissé les armes. On a arrêté de tirer. Et ben eux, ils ont tiré. Ils ont tiré sur le drapeau blanc et sur la délégation. On s'est dit, c'est pas grave. Plus il y aura de morts, plus il y aura de blessés. Et ben ça comblera les fossés et on pourra passer. Et c'est ce qu'on a fait. On est passé de la première cour dans la deuxième. De la deuxième dans la troisième. Nos rangs s'éclaircissaient. Il y avait des morts, des blessés. Il y avait du sang partout. Il y avait de la fumée, on voyait plus Oui, rien. il y avait de la fumée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un incendie dans les cuisines. On ne savait plus qui était avec nous, qui était contre nous. Mais on avançait. On avançait. Le peuple parisien avançait de lui-même. Et puis à un moment, les Invalides, ils ont eu honte. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de tuer le peuple de Paris, d'égorger leurs frères. Alors, ils ont baissé les armes. Ils ont refusé de tirer. Et ils ont forcé Delaunay à se rendre. Fou de terreur, il était Delaunay, fou de terreur. Et il s'est rendu, Delaunay. Et on a pris la Bastille. On a pris la Bastille. On a pris la Bastille. On a pris la Bastille.
Jean-Eudes. Quelles sont les significations des couleurs de notre drapeau tricolore? Drapeau tricolore. C'est facile. Le bleu et le rouge, c'est Paris. Et le blanc, c'est la royauté. Et c'est une bonne réponse! Maintenant, deuxième question. Jean-Eudes. Quel est le but du serment du jeu de paume, Jean-Eudes? Serment du jeu de pommes. Mettre en place une constitution. Et c'est une bonne réponse! Jean-Eudes. Pour cette dernière question, le public peut aussi participer. Si le public trouve la réponse avant, vous avez perdu. Et vous pourrez peut-être tenter le rattrapage. Donc Jean-Eudes, pour cette dernière question, que sont les états généraux? Les états généraux. Ah, il y a quelqu'un dans le... Pardon, je vous demande. Oui, monsieur, pardon, excusez-moi. Voilà, j'arrive. Alors, bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Marcel. Marcel. Oui. On applaudit Marcel! Un petit peu intimidé là, je suis pas sûr. Citoyen Marcel. Ouais. Alors, c'est quoi la question déjà? La question. Que sont les états généraux? Ah oui. C'est la réunion des trois ordres. C'est la réunion. C'est ça, la réunion des trois ordres. Et que sont ces trois ordres? Oui, je sais. Noblesse, j'ai dit clergé et tiers état. Vous avez gagné toute notre estime. Bravo à Marcel. Alors, Jean-Eudes, je repasse la parole. Malheureusement, Jean-Eudes, vous avez perdu cette question. Mais vous pouvez tenter, Jean-Eudes, le rattrapage. Jean-Eudes, choisissez une case. Le 10. Attention, la retourne. Et vous avez gagné, Jean-Eudes! Bravo, Jean-Eudes, c'est tout pour moi. À une prochaine fois. Merci à tous, merci beaucoup. Et que la fête continue. On vous entend pas beaucoup dans le public. Alors comment ça va ce soir? Ah oui. Et qui c'est qui a pris la Bastille? C'est nous. Alors ce soir, je crois que quelque chose se prépare encore. Car c'est une fête des plus inattendues. Une fête des plus folles ce soir. Nous avons aujourd'hui un merveilleux match de catch. Viens, je t'en prie. Mon ami citoyen ici présent reprend la parole. De ce côté-ci, nous avons l'oppresseur. Le méchant. Nous avons le Goliath. Plus fort! De ce côté-ci, nous avons l'oppressé, le plus petit, le David. La manche se jouera en une seule victoire. Mes amis, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Bonne chance! Vas-y, David. Vas-y. La tension est à son comble. Magnifique crochet du droit de la part de David. C'est phénoménal. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Cette force insoupçonnée du peuple de David. Oh,
mes petits dindons. Alors, je les vois pas. Où est-ce qu'ils sont? Oh, regardez, les voilà. C'est le comte et la comtesse. Oh. Oh. Et si ce soir, on mangeait une poule au pot? N'aie pas peur, petit dindon. Il est ridicule, vraiment, oui. Merci, monsieur le comte. On peut les applaudir bien fort, merci. Incroyable, mais nous n'en avons jamais assez ce soir. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Alors attention, attention, on me dit dans l'oreillette. Effectivement, oui, nous voudrions vous raconter l'affaire Réveillon. L'affaire Réveillon. L'affaire Réveillon, quelqu'un connaît? Non? Comment non? C'est un patron qui a décidé de baisser les salaires au pire moment, en 1789. Il n'était pas forcément méchant. C'était pas vraiment un méchant homme, c'était pas un brave homme. Oh, le voici. Mais il était un peu contre le peuple et pour cela, ce soir, on lui fait un petit cadeau. Je suis Réveillon et je veux faire baisser les salaires. Oh, monsieur Réveillon, est-ce que je pourrais vous faire un petit bisou? Oh, mon bon bourgeois. Et c'est parti pour la jeune balle. Attention, hop là. Et magnifique passe. Magnifique. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Réveillons le parti dans le public. Regardez. Oh. Alors,
révolution parisienne, dans les campagnes, les nobles seigneurs et les riches possédants, enfin, vous avez compris qu'il s'agit de tous ceux qui se partageaient le royaume, tous ces gens-là décidèrent de faire alliance. Et ensemble, ils s'acharnèrent, mesdames et messieurs, oui, ils s'acharnèrent à dresser le pauvre contre le pauvre en répandant de terribles nouvelles. Ces brigands de la ville, disait-il, allez couper le blé vert, allez brûler les récoltes, allez même tuer femmes et enfants. Voilà ce qu'il disait. Mais lorsque le peuple des campagnes, ce peuple-là, vous comprenez, lorsqu'il a appris que ses frères de Paris avaient pris la Bastille, alors il se défie de sa peur et il fit disparaître toute trace de son ancienne servitude. Alors, il advint quelque chose d'extraordinaire que vous allez voir maintenant. Oui. Face au désespoir du peuple, toute la noblesse et les plus hauts dignitaires de l'Église, toutes ces personnes-là, se prirent d'amour pour le peuple et ils se dépouillèrent de tous leurs privilèges. Ce fut l'admirable, la mémorable, l'inoubliable nuit du 4 août 1789. L'abolition de toute taxe en argent représentative de la dîme
tous, devant l'impôt, sous quelque espèce qu'il soit, de promulguer l'établissement d'une justice gratuite débarrassée de la vénalité des offices et de promulguer l'égalité de tous les citoyens sans distinction sociale aux emplois civils et militaires. Elle vient de décréter l'abandon des privilèges particuliers dans les provinces et les villes et la réformation des jurandes et des compagnies de maîtrise. L'Assemblée fera frapper une médaille et chanter un tédéum solennel d'action de grâce pour éterniser la mémoire de ce jour. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez assister à un authentique débat parlementaire sur la question des droits de l'homme et du citoyen. Nos députés vont se produire parmi vous. Nous vous demandons la plus grande attention. Député Ancelin, qui préside l'Assemblée. Bonjour messieurs. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Bien messieurs, s'il vous plaît. Je rappelle que nous devons nous prononcer sur la question. Mettrons-nous ou ne mettrons-nous pas une déclaration des droits de l'homme en tête de la Constitution? Papa, il me semble que c'était clair. Si vous voulez parler, avancez-vous. Permettez, grand. Je vous en prie. Oui. J'ai reçu mission de mon voyage d'en réclamer une qui puisse servir de constitution. Ah, vous êtes député Durand. Très bien. Député évêque de Langres. Député évêque de Langres. La constitution d'un empire n'a pas besoin d'une déclaration des droits. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas en état d'entendre les maximes que vous leur proposerez. Mais exactement. Certaines personnes, vous n'avez pas la parole, Grandin. Certaines personnes, visiblement, tremblent à l'idée que ces déclarations, ces principes soient déclarés. Mais ils seront affichés partout, dans les villes, dans les tribunaux et même dans les églises. C'est du blasphème, Monsieur Durand. Chacun a le Le droit à la parole. parole. Le peuple se soumettra d'autant mieux aux lois qu'il en comprendra l'origine et la fonction. Monsieur, mon opinion n'est pas qu'on doit tenir le peuple dans l'ignorance, mais je prétends au contraire qu'on doit l'instruire par des livres, et non pas par la Constitution et par des lois. Je les conviens, inutile. Grandin, Inutile. bien. Barbara. Inutile. On dit qu'il est inutile parce que justement, vous avez peur de cette constitution. Non. Parce que vous pensez que le peuple abusera de ses droits dès qu'il les connaîtra. Et non, sans raison. Voilà, bien parlé, Barbara. Scandaleux. Bien parlé, Barbara. Député Ancelin, faites régner l'ordre. Taisez-vous. Bon. Vous ne répondez pas. Enfin. N'importe quoi. Je suis personnellement tout à fait d'accord avec le député Bernard. Merci. L'histoire et les expériences réfutent les arguments que vous proposez. L'histoire, mais relisez vos classiques. Attention, messieurs, attention. Hey. Un tout petit peu responsable, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas parler ouvertement des droits sans évoquer les devoirs du citoyen. Merci. Voilà. Passons, je ne peux Je s'il pense. vous plaît. Laissez-moi parler. Je pense qu'il est indispensable de mettre à la tête de la Constitution une déclaration des droits de l'homme dont l'homme puisse jouir. Mais c'est de quoi? Jouir.
pour nous mettre à l'abri du torrent. Quel torrent? Mais oui, le torrent populaire, le torrent des événements. Député Castan, député Castan. Oh, lui. Je pense que la majorité de ceux qui nous écoutent seront d'accord avec moi. Non. Et que le seul moyen d'arrêter réellement le dilemme est de régir une constitution qui met en place la liberté. La paix et des lois protectrices. Des lois protectrices. Voilà. On sait que vous voulez protéger. Monsieur le député Malouet, les discussions, messieurs, sont interminables. Le public n'en peut plus. Nous nageons en délire métaphysique. Messieurs, nous avons laissez-moi nous avons pour concitoyens une multitude immense d'hommes sans propriété. Eh bien, donnez-leur les vôtres. C'est pas la question. Mais non pas que je conclue. Merci. Non pas que je conclue que cette classe n'a pas un droit égal à la liberté, mais je pense, messieurs, qu'il est nécessaire que les hommes placés par le sort dans une condition dépendante voient plutôt les limites que l'extension de la liberté naturelle. Vous êtes scandaleux. Mais taisez-vous enfin. Faites quelque chose. Mais député, enfin, nous avons pas de chose. Chacun a droit à la parole. Il suffira. Alors, on n'importe quoi. S'il vous plaît, il suffira que dans ce préambule à la Constitution, on fasse référence à la sûreté. La sûreté, Toujours. messieurs, la sûreté. Et la propriété, j'imagine. Écoutez, nous ne sommes pas dans une cour de récréation. La sûreté, La propriété. la propriété Voilà. et la liberté. En dernier, hein. En troisième, bien sûr. Bravo, restez là, comme ça. Il me semble que nous avons un amendement. Député Marais. Messieurs, voici un extrait du projet qui saura peut-être vous mettre d'accord. Article 1. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Article 17e. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne saurait en être privé. Et pendant ce temps-là, à Versailles, le roi et la reine sont vifs. Article 1er.
1er de la loi martiale. Lorsque la tranquillité sera en péril, les officiers municipaux déclareront que la force militaire doit être utilisée à l'instant pour établir l'ordre. Article 2. Cette déclaration se fera en portant et en exposant dans toutes les rues et tous les carrefours un drapeau rouge. Article 3. Tout attroupement avec ou sans armes sera déclaré criminel et sera réprimé par la loi. Article 4e. La première sommation sera exprimée en ces termes. On va faire feu! Que les bons citoyens se retirent! À la deuxième et troisième sommation, on répétera. On va faire feu! Que les bons citoyens se retirent! Après la dernière sommation, ceux qui pourront être arrêtés seront punis d'1 an d'emprisonnement s'ils étaient sans armes, de 3 ans s'ils étaient armés, et de la peine de mort s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences. Les citoyens timides, les hommes qui aiment leur repos, les heureux du siècle ne redoutent rien tant que les émeutes populaires aient le temps qu'à détruire leur bonheur en amenant un nouvel ordre des choses. Ils ne parlent que d'apaiser le peuple. Ils ont pour cela une puissante raison. Car à quoi devons-nous la liberté, sinon aux émeutes populaires? C'est une émeute populaire qui a fait tomber la Bastille. C'est une émeute populaire qui a fait avorter le complot aristocratique. L'Assemblée nationale n'est entrée en activité que grâce aux émeutes populaires. Et l'abaissement des grands et l'élévation des petits. Des émeutes populaires! Citoyens, réveillez-vous! Cette loi ne fera que vous anéantir! Réveillez-vous, citoyens! Réveillez-vous! Nous décrétons que désormais, l'Assemblée nationale ne sera composée que de députés pouvant payer une contribution de 50 livres. En effet, seuls les gens de bien ont les qualités suffisantes pour administrer l'État. Or, nul n'a intérêt à l'administration de l'État s'il n'est propriétaire. D'où l'on conclura que les riches doivent gouverner les pauvres. Citoyens! Qu'aurons-nous gagné à détruire l'aristocratie des nobles si elle est remplacée par celle des riches? Réveillez-vous, citoyens! Réveillez-vous! Réveillez-vous, citoyens! Réveillez-vous! Dans les
musiciens. Bien sûr, Madame Baltini, enfin, il n'y a pas besoin de la présenter. participé à ce spectacle, c'était vraiment un plaisir de le faire. Je trouve que